Au cours des dernières années, le thème de la traite des enfants s'est souvent retrouvé au centre des thèses conspirationnistes les plus insensées. Le discours des adeptes de la mouvance QAnon est certainement celui qui a le plus résonné au sein de la complosphère. Selon leurs croyances, une cabale d'élite mondiale corrompue et pédosataniste tire les ficelles d'un vaste réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. Malheureusement, ce genre de scénario déconnecté du réel contribue à façonner la perception populaire d'un fléau qui existe bel et bien et dont les vrais mécanismes sont très bien documentés. Nicolas, allons droit au but. Au-delà des croyances populaires, quand on parle de traite d'enfants, de quoi parle-t-on? Des mouvements comme QAnon, des films comme Sound of Freedom, ça renforce cette idée que ce sont des réseaux mondiaux impliquant une certaine élite qui enlèvent des enfants des lieux publics. On peut penser à des choses comme des fourgonnettes, des tunnels où est-ce que des enfants sont trafiqués, des choses comme ça. Ça existe des enfants enlevés qui sont ensuite trafiqués, mais dans 91 % des cas, selon des statistiques canadiennes, 91 % des cas rapportés à la police en 2022, la victime connaissait le trafiquant. Ces trafiquants-là, c'est souvent perçu comme des amis, des connaissances et des gens qui connaissaient déjà la victime au moment qu'elle a été trafiquée. Je parlais avec Carole Demers, qui est agente de planification à l'équipe Mobilis. Ça, c'est une équipe dont le rôle est de soutenir les intervenants sociaux en lien avec l'exploitation sexuelle des mineurs. Et ce que me disait Mme Demers, c'est que maintenant, c'est souvent même via les réseaux sociaux, via des gens qu'on connaît, même si on les connaît plus ou moins, des amis d'amis, des choses comme ça. C'est là que souvent des jeunes vont être recrutés et ensuite trafiqués. Mais quand on parle de trafic humain au grand complet, c'est pas juste à des fins sexuelles, ça peut aussi être du travail forcé, ça peut être du trafic d'organes, des choses comme ça dont on entend moins parler dans les médias. C'est un phénomène qui est effectivement moins fréquent, mais qui existe. Et bien souvent, quand on parle de travail forcé, de choses comme ça va souvent viser davantage des groupes encore plus marginalisés, comme des nouveaux arrivants, comme des choses comme ça. Donc souvent, cette idée populaire qu'on se fait de la traite humaine va obscurcir un peu d'autres phénomènes autour de ça qui existent. Donc, très clairement, il y a beaucoup de nuances qu'on doit avoir en tête, tant à ce qui a trait aux agresseurs, à leurs méthodes qu'aux victimes comme telles. On s'éloigne pas mal de l'image classique, dans l'imaginaire populaire, d'un enfant perdu dans un parc sans ses parents qui se fait enlever subtilement et brusquement. Oui, et ça existe, ça existe des enfants qui sont trafiqués, ça existe des très jeunes personnes qui sont trafiquées, mais selon des statistiques de l'ONU, dans 67 % des cas qui impliquent de la traite de mineurs, c'est des jeunes qui ont entre 15 et 17 ans. Donc, c'est souvent des adolescents qui sont dans une situation bien particulière, qui tombent parfois même entre des mailles du filet social, donc ils vont être en situation de fugue. C'est des ados qui sont souvent en quête de dépendance. C'est un profil qui est plus vulnérable, même si bien sûr, tout le monde peut être victime finalement de traite humaine, de trafic sexuel. Tout le monde est vulnérable, mais ce sont souvent des populations adolescentes qui sont visées, et c'est ce que m'expliquait justement Carole Demers. Chaque jeune est à risque d'être sollicité en exploitation sexuelle. Tu peux provenir de n'importe quel milieu socio-économique, que tu peux provenir de n'importe quel type de famille. On a un fort sentiment d'invulnérabilité puis de sentiment de toute puissance à cet âge-là. Ça fait que des fois, on est très aventureux. Et là aussi, on peut se retrouver avec une facette qui va faire en sorte qu'on va tomber dans des pièges, même si on pense qu'on ne tomberait pas dans ce piège-là. En même temps, Nicolas, je t'écoute parler, puis j'écoute les experts que tu as interrogés parler, puis je me pose la question suivante. Là, fausse croyance ou pas, mésinformation ou pas, c'est pas quelque part utile de simplement en parler pour mieux conscientiser la population? Ça peut tout à fait l'être, selon les experts à qui j'ai parlé. Notamment, j'ai parlé avec Daniela Benton, qui dirige le Centre mondial sur la traite des personnes à l'Université Montclair. Et elle disait effectivement qu'il y a eu des étudiants qui se sont inscrits à son programme après avoir pris connaissance de cette problématique de la traite de personnes via des choses comme le film Sound of Freedom. I actually had several students contact me after seeing the movie that they're really inspired and that they want to learn more about it. Now, that is the ideal case, right? So you're inspired and now you go to the right source. Unfortunately, with social media, that's not always happening. Mais autant que ces fausses informations-là peuvent mener des gens à réellement s'impliquer là-dedans, à être des acteurs de changement, il y a aussi beaucoup de risques à ça. J'en parlais justement avec le mari de Daniela Benton, Bon Benton, qui lui étudie les médias sociaux, la désinformation et les groupes plus extrêmes sur les réseaux sociaux. Et lui, il dit
que bien souvent, quand on va s'intéresser à ce phénomène-là, ça va nous amener dans des avenues comme QAnon et on peut rapidement, justement, tomber dans les théories du complot et on sait bien que QAnon et autres, c'est pas juste des théories sur la traite humaine, mais sur tout plein d'autres choses. Ouais, c'est ça. It is a catch-all vegetable drawer, a buffet of conspiracy, as it were, that if you're anti-vaccination, if you're anti-Semitic, if you are frightened about the Illuminati, there's some space for you to fold your kind of, conspiracy puzzle piece into the broader Q narrative. Ce que me disait aussi M. Benton, c'est que ça peut carrément stigmatiser les gens qui travaillent dans le milieu parce que quand ils vont parler à quelqu'un, quand on va essayer de conscientiser les gens et leur dire « Écoutez, moi, je travaille dans le milieu de la traite des personnes, j'essaie de faire ci. » Oh, c'est vu comme étant suspect. C'est vu comme étant suspect parce que tellement qu'on entend parler de cette théorie du complot-là, il y a des gens qui vont balayer ça du revers de la main et faire « Mais voyons donc, ça n'existe pas chez nous, ça se fait pas. » Alors qu'effectivement, il y a des gens qui sont trafiqués chez nous. Ça se passe pas juste ailleurs dans le monde, ça arrive chez nous au Canada, aux États-Unis et autres. Et aussi, il y a beaucoup de cas où est-ce que des gens essaient d'être des justiciers par eux-mêmes. Il y a des gens qui vont essayer d'agir sans trop savoir quoi faire et ça peut avoir des dommages dans la vraie vie. Hein? On connaît la fameuse histoire avec Pizzagate de Comet Ping Pong où est-ce que quelqu'un qui lisait qu'il y avait des enfants qui étaient gardés dans un sous-sol d'une pizzeria et débarqué là avec une arme à feu. Ou encore cette fameuse théorie du complot entourant le site Wayfair qui vend des meubles. Je vous épargne les détails, mais à un certain moment, on disait que des meubles qui étaient vendus à des prix ridiculement élevés, comme 10 000 pour une chaise, portaient des noms d'enfants qui supposément étaient vendus via le site Wayfair. Et il y avait eu des médias qui rapportaient que certains enfants qui étaient visés par ces théories du complot-là, parce qu'on associait les noms de ces meubles à les noms de vrais enfants qui étaient disparus, bien, ça les revictimisait en quelque sorte. Parce que ce que ces activistes-là essayaient de faire, c'est de trouver ces enfants-là de tous les moyens possibles, essayer de signaler ça à la police de n'importe quelle manière. Il y avait toutes sortes de faux signalements. Les familles finissaient par être harcelées. Les enfants eux-mêmes recevaient toutes sortes de messages sur les réseaux sociaux et ça les revictimisait, ça les mettait dans un état de panique là, que autant de gens portaient attention. Même s'ils essayaient de faire du bien, ça faisait plus de tort que de bien. Et un autre élément qu'on oublie peut-être, c'est que cette idée qu'on se fait de la traite humaine, comme quoi que c'est des gens qui se font enlever seulement, que c'est des jeunes enfants seulement, c'est que peut-être des adolescents qui se retrouvent là-dedans, qui se retrouvent dans des situations où est-ce qu'elles se font exploiter, je dis bien elles, parce que c'est très, très majoritairement des filles, ben elles vont dire « Ah, ben c'est pas comme ça que c'est, moi c'est pas ça, moi j'ai un contrôle sur ce que je fais, c'est pas contre mon gré que ça se fait, c'est pas exactement comme on voit dans les médias ou comme on entend dans ces films-là que ça se passe. Donc moi, finalement, je suis pas une victime, c'est pas comme ça que ça se passe. » C'est ça que Carole Demers disait, c'est que souvent, ces fausses représentations-là vont faire penser aux gens qui sont victimes qu'elles ne le sont pas réellement. Elles vont pas avoir la capacité de repérer la situation dans laquelle elles se trouvent. Bon, Nicolas, en ayant tout ça en tête, avec tout ce que tu nous as dit sur les dérives possibles et potentielles en lien avec la traite d'enfants, qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'on doit surveiller en tant que citoyen? Il n'y a pas un indicateur plus que d'autres, mais Carole Demers m'a donné plusieurs indices, plusieurs choses qu'on peut surveiller chez les jeunes pour savoir s'ils sont peut-être dans une situation comme ça. On peut voir des changements qui peuvent s'opérer chez la personne, chez le jeune, qui peut être assez important, majeur, de devenir très renfermé sur soi, de cacher l'information, de changer son habillement, puis là, de s'intéresser à cette personne-là, d'aller voir ce qu'il en est, de discuter de ces changements-là, puis de voir est-ce que je me trompe ou y a-t-il quelque chose qui va pas bien? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Et si vous voulez signaler peut-être une potentielle situation de traite de personnes, il y a bien sûr des ressources comme la ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes qui est ouverte 24 heures sur 24. On va laisser le numéro à l'écran et il y a toujours bien sûr les forces de l'ordre, la police au 911.